Yves Lefebvre est avec nous. Et je le salue, vous le connaissez, il est d'SGP Police, c'est un syndicaliste qui dit les choses et qui nous inquiète parce qu'il dit, voilà, ça boue et la 4 minutes est en train de bouillir dans les quartiers populaires. Moi, je voulais vous montrer simplement une séquence qui, effectivement, c'est pas... elle est à la fois révélatrice, mais c'est pas tout ce qui s'est passé mardi soir lors de cette manifestation. C'est une jeune femme, d'ailleurs, qui est une youtubeuse, qui s'appelle Nadjelika. Et c'est une séquence que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Et elle interpelle un policier qui est noir. Et cette jeune femme, Nadjelika, elle-même est noire. Et elle lui dit, t'es un vendu. Tu es dans la police française, tu es un vendu. C'est une séquence qui est d'une violence extrême et qui nous a fait réagir. Regardez. Sur vous tous, mais surtout sur toi! Non sur toi! Non sur toi! Vendu! À défense des tueurs! On va dire à nos enfants qu'on est tués! Pas un seul des tiens! T'es de leur côté, t'as pas honte! T'as pas honte! T'as pas d'école! Alors, ça existe. Elle ne représente pas toute la communauté noire en France. D'ailleurs, ça serait intéressant, moi j'aimerais l'avoir sur ce plateau, cette jeune femme, mais je dirais, vous voudriez quoi, que la police française soit entièrement blanche? C'est ça que vous voudriez? Donc c'est fascinant d'ailleurs d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre sa réaction. Mais comme Yves Lefebvre est avec nous, je voulais savoir comment vous avez réagi à cette séquence, Monsieur Lefebvre. Elle est choquante cette séquence, mais elle traduit effectivement ce qu'une minorité, dans bien une minorité, vous l'avez dit Pascal Praud, de gens qui alimentent ce racisme anti-flic. Voilà, tout simplement. Est-ce que ces gens-là, on va faire un petit rappel à l'histoire, veulent que des grands, blonds, aux yeux bleus, tels qu'on les a connus fin des années 30, début des années 40? C'est pas ça la police nationale. La police nationale est multiraciale, elle est à l'image de la société, la police nationale, et fort heureusement d'ailleurs au demeurant. Bon, l'autre chose sur laquelle je voulais vous interroger ce matin, c'est les techniques d'interpellation des policiers. Il y a une technique notamment qui est mise en cause parce qu'elle serait trop brutale. C'est ce qu'on appelle le plaquage ventral. Et c'est ce qui avait été fait dans l'affaire Adama Traoré, je ne dis pas de bêtises. Non, vous dites entièrement la vérité, sauf à dire qu'il faut un peu rappeler les faits quand même sur l'affaire Adama Traoré. Adama Traoré, qui au demeurant n'est pas la personne recherchée par mes collègues gendarmes ce jour-là, n'est que le frère, s'échappe à 2 reprises. Et notamment une fois après avoir été menotté. Donc il va finalement se cacher, essayer d'échapper à l'interpellation des gendarmes dans un appartement d'ailleurs qu'il ne connaît de personne. Et là effectivement il est interpellé au moyen d'un plaquage ventral. Pourquoi le plaquage ventral? Il y a 2 possibilités. On nous dit demain, les gens qui ne veulent pas être interpellés, vous les laissez partir. Vous les laissez partir, voilà, c'est la fête. Bon, je veux vous arrêter, vous avez commis un crime ou un délit. Je dois vous interpeller, je dois vous amener dans les locaux de police pour être présenté derrière à la justice. Vous voulez pas? Bah, excusez-moi monsieur, bon vent, belle-mère, circulez. C'est pas ça, et fort heureusement. Dans un état de droit, la personne doit être interpellée. La seule méthode que nous ayons, à partir du moment que nous nous devons de menotter dans le dos, c'est d'arriver au contact physique, de quelque part, et malheureusement trop souvent, se rouler par terre avec l'individu, et la seule solution que nous ayons, c'est le plaquage ventral. Sauf à dire qu'en France, depuis... Il y a une jurisprudence, ce qu'on appelle la jurisprudence Saoud dans la matière, qui dit clairement, qui enseigne clairement qu'une fois la personne menottée, elle doit être immédiatement relevée. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Preuve en effet, c'est que pourquoi George Floyd décède dans ces conditions abominables, c'est parce que le policier américain le maintient au sol de très longues minutes avec le genou au niveau du cou. En France, ça n'existe pas. On plaque, au sol, on menotte, on relève, et ensuite on exfiltre la personne. Mais entendons-nous bien, ces méthodes ne s'appliquent qu'à partir du moment où nous avons en face de nous quelqu'un qui se rebelle. L'autre solution que nous pourrions avoir, mais qui serait encore, je dirais, plus génératrice, et à la fois et de polémique, et certainement fort justement, et aussi de blessures potentielles, c'est le taser, qui permet de neutraliser, je dirais, l'ossature musculaire de la personne, et à ce moment-là de le menotter. Mais imaginez-vous si à chaque interpellation nous devions sortir le taser, ça provoquerait énormément de blessures, et ça serait encore plus, je dirais, traumatisant dans l'esprit humain. Et l'autre solution encore, c'est comme les Américains, vous voulez pas poser le briquet par terre, rappelez-vous ces images Pascal, eh bien on ouvre le feu. On n'est pas là dans la police française et on n'y sera jamais. Bon, dans les autres pays, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, etc., comment on interpelle les gens? On a deux pays en Europe, du moins à ma connaissance, qui n'emploient plus le plaquage ventral, c'est la Belgique et la Suisse.
Alors la Belgique use du taser. La Suisse, on n'est pas du tout non plus dans la même configuration. Le niveau de délinquance en Suisse n'est absolument pas comparable au niveau de délinquance en France. Les autres pays utilisent les mêmes méthodes que les nôtres, avec parfois, on a quelques images aussi, et sans porter de jugement sur les polices provinciales espagnoles, parce que là on est encore dans un clivage différent, ou du moins dans un formatage différent de l'organisation de la police en Espagne. Mais on les a vus descendre, avant de discuter, avant de quoi que ce soit, eux ils balancent des grands coups de trick, mais ce ne sont pas les tonfas à la française, ce sont des véritables manches de pioche, et on voit les dégâts que ça a composé, que ça a généré, lors notamment des manifestations des nationalistes. J'imagine que les syndicats sont toujours consultés avant de prendre une technique d'interpellation. Votre avis à vous ? Vous trouvez que le plaquage ventral, c'est une bonne solution ? Moi, je suis prêt demain, si on nous permet d'avoir une autre technique d'intervention, je suis prêt à y adhérer, et tous les policiers français sont prêts à y adhérer. Oui, mais laquelle ? Parce que vous dites le taser, c'est plus dangereux. Le taser est effectivement plus dangereux. Pour moi, le taser est plus dangereux. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne pourra déterminer réellement. On a d'autres méthodes. On a la méthode qui est la clé d'étranglement. On a la clé de ceinturation. On a des clés de bras. Mais ça, toutes ces méthodes-là, quand vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous vous battez, bien sûr. Ça, c'est la théorie, ce qu'on apprend dans les écoles. Bien sûr, parce qu'autrement, effectivement, si la personne obtempère, il n'y a pas le droit, il n'y a pas possibilité de le faire. Bien sûr. Donc si demain je n'ai pas d'idée, et je ne suis pas spécialiste en matière, mais si demain on peut enseigner, moi je suis preneur. Vous savez, on va pas ouvrir le débat sur le LBD, mais on fait souvent un parallèle, certains politiques depuis avant-hier soir font des parallèles avec le LBD. Moi si demain, j'ai aucune appointance sur le LBD, je l'ai dit maintes et maintes fois sur votre antenne, si demain on nous trouve un moyen de létalité intermédiaire qui générerait moins de blessures effectivement traumatisantes et pénalisantes que le LBD, mais moi je suis tout à fait... Sophie Obadia qui est avocate. Juste monsieur, vous êtes d'accord avec moi quand vous parlez de la Suisse que la technique n'a rien à voir avec le niveau de délinquance. C'est un argument un peu spécieux. Ce qui compte, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une jurisprudence sur le plaquage ventral. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, dans les faits, le plaquage ventral, est-ce qu'il est exécuté par un, deux ou plus de policiers? Parce que souvent les problèmes viennent du nombre de policiers qui exercent le plaquage ventral en question. Chère madame, tout dépend de la situation. Voilà. Tout dépend de la situation. Quand vous avez affaire, vous avez deux policiers qui font 1m75, 70 kg, tout mouillé chacun. Quand en face de vous, vous avez un individu qui fait 2 mètres de haut et qui pèse 120 kg avec des muscles impressionnants, mais le seul flicard ne sera pas suffisant. Il faut y aller à deux. Il faut y aller à deux. C'est la situation. Vous savez, moi je le dis, je n'ai de cesse de le répéter. Il faut qu'on revoie complètement la formation des policiers en France et une évolution vers autre chose sur le plaquage ventral est nécessaire. Sauf qu'aujourd'hui, on a un gros problème et tous les directeurs le reconnaissent. Mais c'est un problème in fine budgétaire et de moyens humains. Aujourd'hui, c'est la formation continue. J'étais il y a quelques instants avec des spécialistes de la formation continue, des gestes d'intervention en situation réelle. Eux-mêmes me disent, il faut qu'on avance plus, mais on n'a pas les moyens humains pour le faire. Vous savez, on apprend à la police pendant jusqu'à présent 12 mois, bientôt 10 mois simplement, on va apprendre, ou 8 mois même, on va apprendre aux flicards à devenir, aux gamins, excusez-moi, c'est pas péjoratif, aux gamins à devenir flics. Quand ils arrivent dans les quartiers, on les affecte prioritairement dans les quartiers les plus difficiles. Là aussi, c'est une problématique. Un jeune qui arrive de sa province, qui a découvert dans un milieu très confiné dans les écoles de police ce qu'est en théorie la police nationale et l'application des lois républicaines, on le balance dans un quartier. Première interpellation, première sortie, il peut se rouler par terre. Donc le problème est derrière, c'est qu'au fil du temps, on ne le formera plus parce qu'on n'a pas les moyens de former. La formation, et ça tout le monde est d'accord là-dessus. Dernière chose sur laquelle je voulais vous interroger, il se trouve qu'il y a une manifestation mardi devant le tribunal en soutien à George Floyd. En soutien à George Floyd, non, en soutien à Adama Traoré, justice pour Adama Traoré, mais qui avait un lien avec ce qui se passait aux États-Unis. Et un rendez-vous samedi à 15h devant l'ambassade des États-Unis est programmé, et c'est la Ligue de défense noire africaine. Ligons-nous. Alors cette mobilisation contre la négrophobie, le racisme et les violences policières. Et effectivement, cette manifestation sera sans doute interdite, j'imagine. Mais malgré l'interdiction, c'est comme mardi soir, elle pourra avoir lieu. Et cette manifestation vous inquiète, si j'ai bien compris, Yves Lefebvre. Ah, fait même plus que m'inquiéter, Pascal Pro. Fait même plus que m'inquiéter, parce que la notion d'interdiction, elle est normale, elle est obligatoire. Didier Lallemand l'a pris mardi soir, autant pour l'état d'urgence sanitaire, parce que perdons pas de vue quand même que cet état d'urgence interdit des rassemblements de plus de 10 personnes. Voilà. Donc, et au-delà de ça, il a même eu la pertinence de dépasser cette limitation de l'état d'urgence sanitaire en disant attention, ce sont des rassemblements qui peuvent générer des incidents derrière. La preuve en a été faite malheureusement. Moi j'ai peur, je vais être très clair, j'ai peur pour mes collègues.
samedi. J'ai peur pour mes collègues, j'ai peur pour les riverains, j'ai peur pour les commerçants, j'ai peur pour les institutions de la République. Parce que samedi, ce qu'ils ont fait mardi soir a dépassé toutes les prévisions de rassemblement. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit 24, 25 000 mardi soir. Personne. Donc samedi, après ce premier coup d'essai, qui pour eux a été une victoire. Eux doivent la qualifier comme telle. Samedi, ils seront bien plus nombreux dans un contexte très particulier. Bien évidemment, l'accès à l'ambassade des États-Unis sera interdit, avec bien évidemment la proximité et de l'Élysée et de Beauvau et de l'autre côté de la Seine de l'Assemblée nationale. Mais ça va, samedi, je crains que nous retrouvions les pires scènes de ce que nous avons connu au début du mois de décembre 2018 en bas des Champs-Élysées. Oui, je le crains. Donc c'est-à-dire que samedi, Paris sera complètement bouclé, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, avec un dispositif XXL de type gilet jaune pendant la pire période. Mais ce pays va devenir... Moi, je ne sais pas comment on va finir. L'ambassade américaine est à 200 mètres de l'Élysée. Enfin, je veux dire, mais s'il y a 40 000 personnes dans les rues samedi, moi, vous m'inquiétez, Yves Lefebvre. Ce que vous dites est... Je vous inquiète, mais je vous le dis... Pascal Praud, moi ce qui m'inquiète aussi, et je l'ai dit sur CNews, je crois que c'est hier au soir, ce que je crains c'est l'été prochain. L'été prochain parce que là tout va s'embraser. Et aujourd'hui, le collectif... tout simplement c'est très simple madame. Pourquoi ça va s'embraser? Parce qu'on a les retours, depuis le début du confinement, on n'a pas eu une nuit sans violence urbaine. Pas une. Voilà, on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas en parler. Nous, syndicalistes, on en parle. Mais est-ce qu'à un seul instant, on a entendu un porte-parole ou une porte-parole du ministère de l'Intérieur dire voilà ce qui se passe dans les banlieues? Non, jamais. Mais ça, on est malheureusement habitué à cette absence de communication de Beauvau. Ce qui va se passer, c'est que ces jeunes, avec la situation économique que nous connaissons, avec les limitations de déplacement que nous connaissons, vont être, pendant tout l'été, confinés dans leur quartier. Ces jeunes qui, alimentés par certains, qui prônent la haine anti-flic, la haine anti-institution, la haine anti-médias, tout ce qu'on peut imaginer possible, la haine contre la justice. Ces gens-là, ces jeunes-là, vont se faire remonter comme des coucous en amont, et avec ce qui se passe là, la stigmatisation qui se passe là, des forces de l'ordre, ils vont en découdre en permanence. Ils n'auront malheureusement que ça à faire, mais ça c'est un phénomène sociétal, économique, politique, et on va se retrouver à des affrontements. On le sait. J'espère revenir sur votre antenne durant l'été et dire je me suis trompé, tout s'est bien passé. Mais très franchement, tous les retours que j'ai, tous les retours que nous avons en la matière, tous les échanges que je peux avoir avec les hauts responsables de la police nationale, ceux qui connaissent la police nationale, attestent, parlent de la même façon. Oui, on risque d'avoir malheureusement un été très très chaud. Jérôme Béglé. J'ai peur quand je vois ce genre de manifestation. Je suis d'accord avec vous. Il y a une chose que vous avez dit. Il y a une chose que vous avez dit qui n'est pas exacte, c'est qu'il n'y a plus de limitation de se déplacer là aujourd'hui. Si, entendons-nous bien. Mais bon, on peut se déplacer. Ces jeunes ces familles que le politique a parqué à un moment donné. Que le politique a parqué dans des quartiers. Ces jeunes ont des parents qui majoritairement, les chiffres notamment sur le 93 en parlent, on est à peu près à 90% dans certains quartiers de gens qui relèvent de l'immigration. Ces gens-là aspirent à une chose comme tout à chacun, repartir dans leur pays d'origine pendant l'été. C'est connu, comme tout à chacun, comme le breton. Ah oui, donc ils ne vont pas pouvoir les... Non, d'accord. Non, mais je comprends. Au Maroc, en Algérie, ce que dit M. Verrier, et dans d'autres pays. C'est une inquiétude de... C'est M. Lefebvre. Pardon, M. Lefebvre, excusez-moi. Ce que dit M. Lefebvre, c'est une inquiétude déjà de longue date de Beauvau, c'est-à-dire se dire cet été, les gens ne pourront pas rentrer au pays pour le faire. Oui, non mais... Oui. Moi, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup troublé, monsieur, c'est que vous dites cette manifestation va être interdite, mais en gros, on n'a pas les moyens de l'interdire. On l'a vu hier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, soit les gens restent chez eux et obtempèrent à l'interdiction, soit ils disent on n'en a rien à faire, on se déplace. Et là, la police, les forces de l'ordre, l'intérieur en général, n'a pas les moyens d'empêcher un rassemblement. Et ça, je dois dire que c'est... Non, on ne peut pas dire ça parce que... Est-ce que monsieur... Non mais c'est monsieur... Est-ce qu'il y a les moyens d'empêcher ce rassemblement? Attendez, c'est... Excusez-moi, on ne parle pas des Gilets jaunes. Hier, la manifestation était interdite. Tout le monde a la surprise. Ça a été un énorme succès. Mais à Toulouse, il y en a eu 2000. Il faut 25 000 sur une manifestation interdite. Monsieur Lefebvre, je reformule ma question. Comment peut-on concrètement interdire cette manifestation et faire en sorte que pas de gens se rassemblent dans le quartier de l'ambassade? Je vais vous le dire la façon. Et là, on fera encore plus le procès de la police nationale. C'est-à-dire dans un périmètre de 3-4 km autour de l'ambassade des États-Unis samedi après-midi, on interpelle toutes les personnes
supposés être originaires de l'immigration. Est-ce que ça serait tolérable dans un état de droit? Non. C'est impossible. Donc, partant de là, on n'a aucune possibilité de le faire. Ou alors, on va aller à des affrontements. Et fort heureusement que Didier Lallemand, je critique souvent Didier Lallemand, mais putain, s'il a bien sûr un point où il a particulièrement bien géré son maintien de l'ordre, c'est mardi soir devant le TGI de Paris. Si on va au contrôle, on sait qu'on va aller à l'affrontement, obligatoirement. Reprenons les propos, les images présentées en liminaire dans votre émission, où on va stigmatiser. Mais on est malheureusement, c'est ça le problème. Mais il y a quand même des politiques de dispersion, de rassemblement, autres que le contrôle au faciès. Il me semble que doit pouvoir quand même encercler... Mais on a bien... Maître, on parle d'une dispersion après un rassemblement. Donc, in fine, pour arriver à une phase de dispersion, il faut qu'il y ait eu en amont un rassemblement. Ce qu'on ne veut pas, c'est le rassemblement. Et on n'a pas matière à le faire. Un début de rassemblement, du moins. Non, mais ça dépend à quel moment vous intervenez. Imaginez-vous, maître, imaginez-vous que vous mettiez en emploi les braves. Les braves sont prévus pour ça. Dispersion, des rassemblements, des petits rassemblements. Oui. Mais de fait, sur les réseaux sociaux, vous embrasez tout Paris, vous embrasez toute la banlieue. C'est malheureux à dire, mais telle est la situation. Moi, je n'ai pas la solution en l'état. Sauf que l'une des solutions serait que certains hommes politiques, certains personnages très médiatiques, qui, depuis les États-Unis, disent c'est ça la France, quand les manifestants créent, scandent, en haient la police. Je parle notamment de Marcy et d'autres, parce que c'est lui qui a été le plus, je dirais, présent sur les réseaux sociaux, visible. Mais que lui appelle simplement sur les réseaux sociaux à dire pas de rassemblement samedi. Ouvrons le débat. Moi, le premier en tant que flic, et qui plus est en tant que premier syndicaliste français dans la police nationale, je suis prêt à aller m'asseoir dans un Grenelle des banlieues, ou appelons ça comme on veut, et à discuter, à trouver des solutions, à retisser le lien entre cette population, ces jeunes, et les institutions de l'État. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison, il le fait. C'est ça qu'il faut votre faire, parole est mesurée. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Et effectivement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas non plus qu'on se raconte d'histoire. La manifestation d'hier était, avant-hier, pardon, c'est vrai que le temps passe vite, largement d'inspiration communautaire. Je ne dis pas que tous les participants étaient là pour ça, mais quand on a entendu la jeune femme tout à l'heure, quand on a entendu la sœur de Traoré, son discours est un discours de facture communautaire qui n'a plus confiance dans les institutions de la République et qui s'installe dans une position d'hostilité en essayant de vendre, avec un certain succès, police française, police américaine, même chose, même défaut, même tard, inacceptable. Ce qui est évidemment fondamentalement faux, il faut le dire. Mais d'accord, mais j'ai entendu aussi beaucoup de discours plutôt bienveillants et acceptant dans les médias ce parallélisme. Il est clair que le succès de cette manifestation d'avant-hier encourage évidemment les amis de M. Traoré à recommencer, et ils vont le faire, tu dis quand? Samedi. Donc on est confronté à une situation écoutez Rost, par exemple, ce que disait Rost hier. Écoutez ce que disait Rost hier soir, par exemple, parce que j'ai été surpris du ton, si j'ose dire, de son intervention. Écoutons-le. On le sait très bien, et vous pouvez me raconter ce que vous voulez, il y a une justice à deux vitesses, et lorsqu'elle est politique, surtout lorsqu'elle est politique, on sait très bien l'orientation qu'on veut en donner parfois pour éviter parfois que ça ne déborde, pour éviter que les affaires aillent au bout, pour qu'il y ait des indemnisations qui soient faites. Donc, on demande juste une chose, que ces juges qui nous entendent aujourd'hui, et je peux vous dire que le mouvement ne fait que commencer, et ça va prendre de l'ampleur, parce qu'à un moment, les gens disent stop. Voilà. Bon. C'est exactement... Vous avez bien compris qu'on a deux sujets différents. On a aux États-Unis le sujet policier, interpellation en fonction du faciès, c'est un sujet. Et on a un deuxième sujet en France qui n'a rien à voir, qui est celui du problème judiciaire, de la lenteur de la justice, des incohérences entre les expertises. Effectivement, moi j'aimerais savoir qui a sorti l'expertise. Là, est-ce que c'est le juge qui l'a notifié récemment ou est-ce qu'elle est récupérée par la famille de Traoré, ou est-ce qu'il y a une deuxième contre-expertise privée, ce qui a aussi nouveau. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, c'est privé. Ça n'existait pas. Alors, d'après l'avocat des gendarmes, il ne s'agit pas d'une vraie expertise. C'est un avis médical, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il ait été versé au dossier. Donc, vous avez compris qu'on est dans une lutte de pouvoir. Aujourd'hui, le fait divers devient un fait politique. C'est-à-dire qu'on est dans une lutte de pouvoir pour accéder à la justice. Ils veulent empêcher le non-lieu. C'est tout. Ils veulent justice
justice pour Adam, ça veut dire ayons un procès. Ça ne veut pas dire condamnons, ça veut dire ayons un procès, ayons accès à la justice. Et de ce fait, j'ai tendance à dire pourquoi pas, puisqu'il y a des expertises incohérentes entre elles. Donc c'est normal qu'il y ait un accès à la justice. Il y a 3 expertises officielles. Il y en a 2 officielles. Il y en a et 2 une non officielles. Alors bon, mais l'expertise ne le lit pas le problème, juge. Bilger le disait très bien sur cette antenne, je crois, il y a 2-3 jours. Ces militants-là, militantisme. C'est pas le militant, c'est la famille au départ. C'est la partie mais civile enfin, au ce départ. sont des militants. Se sont transformés en militants. Ah non, bon. Ils se sont transformés en militants. Ils ne croient pas en la transparence, en l'honnêteté des institutions de la République à leur égard. La seule façon qu'ils auraient de les accepter, c'est si les institutions en question leur donnaient raison. Donc ils vont combattre jusqu'au bout, même s'il y a un procès. S'il y a un procès que les gens... Écoutez-moi, je termine. Et s'il y a un procès que les gendarmes sont acquittés, ça repart comme en 14. Il n'y a pas de solution. Je remercie Yves Lefebvre. Je le remercie d'abord pour la qualité de son intervention, pour la mesure dont il a fait preuve, pour ce qu'il a dit sur Omar Sy. Et effectivement, je trouve que certains s'amusent à mettre de l'huile sur le feu. Vous avez raison là-dessus. Depuis Los Angeles, c'est très. Il a beaucoup à se plaindre, en effet. Non, mais et effectivement, et c'est vrai que. On le dit à ce micro, être policier aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Aller dans les banlieues, passer des nuits dans les banlieues, prendre les risques que vous prenez, les difficultés que vous rencontrez, la peur qui est la vôtre pour vous et vos familles. Moi, je dis chapeau. J'ai des enfants. Je ne suis pas sûr que s'ils voulaient être policiers, aujourd'hui dans la banlieue parisienne, je les encouragerais. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais il faut de la formation complémentaire. Il faut de la formation pour qu'il n'y ait pas effectivement de racisme comme il y en a eu. Et des sanctions quand il y a des dérapages. Et des sanctions quand il y a des dérapages. Ce que vous avez dit, que vous êtes prêt à vous asseoir pour un Grenelle, etc. Oui, vous avez tellement raison. Et en face, ils n'y sont pas prêts, évidemment. Arrêtez de dire en face. En face, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Essayons de penser qu'en tout cas, chacun soit prêt. Je le remercie. On va la pub. Non, mais il n'y a rien en face. Non, mais c'est qui en face? On ne sait pas qui. Jean-Claude, essayons de trouver des solutions. Parce oui, bien sûr. C'est très important. Bien sûr. Merci, monsieur Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.